Bonjour à tous, bienvenue à Sans Tabou, l'émission qui n'en a pas. Le principe est assez simple, vous allez le voir. Nous avons ici une invitée, un autre invité, et nous allons avoir ensemble un dialogue honnête, garanti sans bullshit, sans social washing et surtout sans citation de Gandhi, qu'il repose en paix. On commence tout de suite par ne pas se mentir, 8h30 c'est beaucoup trop tôt pour un débat. Donc si vous nous regardez en replay, sachez que nous ne vous en voulons pas du tout. Alors, ce n'est pas parce que nous allons nous dire tout ce que nous pensons que nous allons dire n'importe quoi. Le but de l'émission, c'est de réfléchir sérieusement aux grands défis de nos sociétés et aux moyens concrets pour faire advenir un futur plus souhaitable, parce qu'on ne peut pas dire qu'on se marre beaucoup en ce moment. Chaque émission sera consacrée à une thématique majeure de notre présent et de notre futur, l'éthique, l'Europe, l'éducation. À l'initiative de ce rendez-vous, le président de Microsoft France, Carlo Porasanta, qui partagera avec nous son opinion et ses avis, celui et sa vision, celle d'un patron de la tech. Alors bonjour Carlo, à travers ces charmants plexiglas, parce que 2021 c'est vraiment de la balle. Avec toi, un ou une experte d'un sujet que nous traiterons à chaque fois, évidemment sans tabou. Puisque nous devons pour cela avoir toutes les questions qu'il faut, sachez que vous pouvez nous les poser même maintenant sur la page de l'événement LinkedIn. Nous en avons récolté en amont sur ouzbekerika.com. Nous avons fait des sondages sur LinkedIn. Vous faites partie de cette conversation. Mais nous allons évidemment avoir un dialogue principal ici sur le plateau. Alors, comme cette émission s'intéresse au futur et à tous les possibles, le premier thème que nous allons aborder est celui de la jeunesse et de l'engagement. Ce sont les deux conditions indispensables au lendemain qui chante. Notre première invitée est donc une jeune engagée. Elle est cofondatrice de Make Sense et spécialiste de la création et de la mobilisation de communautés d'action qui permettent à tous et à toutes de construire une société inclusive et durable. Notre invitée ce matin, c'est Alizée Lozakmer. Bonjour Alizée, derrière le même plexiglas. Alors, quand moi j'étais plus jeune, quand j'étais beaucoup plus jeune, lorsque la jeunesse était au centre des débats, c'était souvent pour critiquer nos demandes d'enfants gâtés. On nous décrivait un futur de croissance, d'emploi et même d'insouciance. Quelques crises financières plus tard et surtout une prise de conscience de l'urgence climatique, eh bien le ton a changé. Est venue ensuite la pandémie, une situation si difficile que le chef de l'État lui-même a dû reconnaître qu'il n'était pas facile d'avoir 20 ans en 2020. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas tellement plus facile d'en avoir 34, mais c'est pas le sujet. Nous devons quand même reconnaître que la jeunesse prend très cher. Voici d'ailleurs ce qu'Emmanuel Macron répondait la semaine dernière au courrier d'une étudiante de Strasbourg qui l'interpellait directement. Il lui disait « Cette épidémie vous vole beaucoup. Envolez l'année d'études dont vous rêviez, les expériences que vous imaginiez, les amitiés et les amours que vous espériez, obscurcit votre avenir qui, déjà incertain, est soudain devenu un épais brouillard. » Crise sanitaire, écologique, économique, politique, il y a de quoi avoir le seum. Alors la jeunesse n'a-t-elle réellement plus aucun espoir? C'est la question optimiste d'ailleurs à laquelle nous essayons de répondre ensemble ce matin. Mais pour dresser le panorama de cette question, je vous propose de découvrir la première séquence de notre émission. C'est l'heure du Fake News Quiz. Alors, le Fake News Quiz, c'est assez simple. Je vais vous donner des infos. Et vous allez devoir me dire si vous pensez qu'il s'agit de la réalité ou complètement de fake news. On commence tout de suite avec une petite stat sympa sur l'emploi. Plus de 20% des jeunes actifs en France sont sans emploi. Selon vous, est-ce que c'est vrai ou faux, Alizée? Je pense que c'est vrai. Carlo? Vrai aussi. C'est vrai. Ils étaient 619 000 à être sans emploi au début de ce trimestre. Je vous rappelle quand même qu'il y a 700 à 900 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. C'est donc au fond quasiment déjà une année entière qui se retrouvent au chômage. Bonjour, si vous nous rejoignez, il est 8h30 et 2021 s'annonce pas très bien. Maintenant, nous allons nous intéresser à un autre domaine qui normalement devrait nous remonter le moral. Nous allons parler de sexualité, de socialisation. Seulement 16% des jeunes qui souhaitaient faire de nouvelles rencontres amoureuses ou amicales ont réussi à réaliser ce projet depuis mars dernier en France. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est tellement précis, 16. Allez, on va essayer faux.
Faux pour Carlo? Allez, je dirais vrai comme ça. C'est vrai. C'est vrai, on n'a plus de potes. C'est beaucoup plus difficile et cela s'inclut dans une dynamique, en tout cas qui concerne la sexualité des jeunes, qui était, je ne sais pas si elle est préoccupante, mais en tout cas fortement ralentie entre 2000 et 2018. Donc avant la pandémie, le pourcentage des jeunes âgés de 18 à 24 ans déclarant n'avoir eu aucune activité sexuelle au cours de l'année écoulée est passé de 19 à 31%. Nos jeunes font moins l'amour. Voilà, je vous laisse avec cette idée. Ils n'ont pas de travail et ils font moins l'amour. Alors peut-être se sentent-ils mieux? C'est la stat bien-être. Un étudiant sur 3 présente des signes de détresse psychologique en France actuellement. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je me demande si c'est même pas plus que ça. Mais je pense que c'est vrai. Vrai. Ouais. Alors, vous avez vu la réponse un peu, vous avez un tout petit peu triché, mais c'est vrai, en France actuellement, un étudiant sur 3 présente des signes de détresse psychologique. Ce week-end seulement a été marqué par 3 tentatives de suicide, en tout cas bien notées et prises en compte par les pouvoirs publics ou pas. Sachez que là aussi, il y a une tendance qui est très interrogeante et très préoccupante. Aux États-Unis, entre 2007 et 2017, selon le CDC, le taux de suicide chez les adolescents, nous parlons donc des 11 à 16 ans, a augmenté de 56% sur cette période-là. Il est toujours très tôt le matin et vous venez d'entendre 3 stats qui foutent le seum. Bravo à tous les deux, vous avez presque eu bon à tout. Vous vous êtes évidemment rendu compte, il n'y avait pas de fake news pour une raison très simple, on en a marre des fake news. Donc on s'est dit qu'on allait plutôt vous donner des vraies indications et des vraies informations. Alors, ce panorama qu'on pourrait appeler d'une certaine manière 50 000 nuances de gris, en fait, on n'est pas dans quelque chose de très très drôle, nous permet au fond de vraiment nous poser la question de ce matin. Et le principe de cette émission, c'est d'avoir un dialogue intégralement sans filtre. Je vous propose donc de ne pas tourner autour du pot et que vous puissiez répondre, chacune et chacun, directement à la question du jour. C'est le moment de se parler les yeux dans les yeux. C'est la prochaine séquence. Alors là aussi, c'est facile. Vous allez avoir chacune et chacun 2 minutes pour répondre le plus honnêtement possible à la question que nous nous posions. Pas d'interruption. J'espère beaucoup de conviction, peut-être une opposition, je ne sais pas, nous le verrons tout de suite. Et je vais commencer avec Alizée, qui est notre invitée ce matin. Alizée, la jeunesse n'a-t-elle plus aucun espoir? Merci Alexandre. Déjà, je trouve qu'on se pose cette question aujourd'hui à 8h30 en 2021, alors que je pense quelques années plus tôt, on se serait demandé quels sont les espoirs de la jeunesse ou à quoi rêve la jeunesse. Je pense que ça montre que la question est déjà à moitié répondue. Après, je pense que mettre la jeunesse dans un même sac, c'est nier en fait les fractures, qu'elles soient sociales, économiques, politiques, même ou en termes de valeurs, qui sont de plus en plus fortes, globalement dans la société, mais aussi beaucoup chez la jeunesse. Et si on regarde un peu juste quelques chiffres, c'est assez terrifiant. Le taux d'abstention des jeunes est toujours 10 à 12%, 10 à 12 points supplémentaires que la moyenne nationale. Et on a des taux d'abstention aux dernières élections qui touchent les 70%. Et plus de 90% des jeunes qui ne croient pas dans les hommes politiques et dans les femmes politiques. Mais quand on regarde ensuite pour qui votent les jeunes, il y en a un quart qui vote pour le Rassemblement national et puis un quart qui vote pour Jean-Luc Mélenchon. Donc on voit que la jeunesse n'est pas du tout unifiée. Il y a la jeunesse qui a la chance de faire des études, puis celle qui n'a pas cette chance-là. Il y a la jeunesse, les 35 000 étudiants qui signent une pétition pour un réveil écologique et donc ils disent qu'ils ne travailleront pas pour des entreprises avec un impact environnemental négatif. Puis de l'autre côté, on a la jeunesse de TikTok qui devient de plus en plus accro aux réseaux sociaux. Et je crois même que la stat sur les taux de suicide aux États-Unis est assez liée en fait à l'usage des réseaux sociaux qui provoque des espèces d'angoisse existentielle. Donc moi, ma réponse à cette question, ça serait, je pense qu'il y a la jeunesse a du mal à avoir de l'espoir et je pense que la grande majorité des jeunes se projettent difficilement dans l'avenir et estiment qu'ils auront sûrement un avenir inférieur à ceux de leurs parents. Mais par contre, traiter la jeunesse comme un tout, c'est nier en fait les grandes disparités qu'il y a à l'intérieur de cette jeunesse
entre une jeunesse qui veut s'engager, qui veut lutter contre le réchauffement climatique et donc qui veut pousser pour une transformation de la société, et puis à l'autre bout du spectre, une jeunesse qui est complètement délaissée, oubliée économiquement et qui lutte pour survivre. C'était les yeux dans les yeux d'Alizé. Carlo, c'est à toi. Selon toi, est-ce que la jeunesse a encore un espoir? Alors c'est peut-être parce que je suis d'une autre génération qu'Alizé et que toi, Alexandre. Et d'ailleurs, je ne vois pas les 2 minutes parce qu'il y a notre ami photographe devant le compteur. Donc je vais prendre le temps qu'il faut. Moi, je pense qu'il y a de l'espoir. Il y a plus d'espoir qu'avant, que jamais avant, surtout que ma génération. Je pense que le monde a été transformé dans ces dernières 30 années. J'avais 20 ans il y a 30 ans. Il y a 30 ans, ouais, ça fait beaucoup. Et alors, c'est un peu l'œuf et la poule. C'est-à-dire que la technologie transforme le monde, et puis le monde a des difficultés à se transformer à la même vitesse de l'opportunité que la technologie fournit. Et donc, Alizé a effectivement parlé de réseaux sociaux, de connexions permanentes. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est clair, ils sont nés avec des outils informatiques dans la main. Ce n'était pas notre cas. Nous, on est nés avec la télévision, puis à un certain moment, quand on avait 20 ans, il y a l'ordinateur qui arrivait. Et puis, quand on avait 30 ans, le smartphone est arrivé. Donc, on est une génération complètement différente. L'opportunité qui est face aux jeunes d'aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi grande. C'est-à-dire que la possibilité de se former, de s'informer, d'avoir un impact sur la société, d'avoir un impact pour la première fois à un niveau universel et pas seulement local, est une opportunité inouïe. La possibilité de résoudre ces équations pour la planète, au sens large, pas seulement sur l'environnement, mais sur l'inclusion, la diversité, les inégalités économiques, tout est à faire, tout reste à faire. Nous avons fait beaucoup dans les générations précédentes pour créer un certain bien-être économique, et encore on sait que ce n'est pas suffisant et ce n'est pas distribué correctement. Donc il y a tellement encore d'équations à résoudre, et c'est la nouvelle génération qui va le faire. La nouvelle génération, c'est 1/3 de la population, c'est le tiers de la population qui va être là dans 50 ans. Donc en fait, c'est eux qui vont construire, c'est vous qui allez construire ce nouveau monde. Maintenant, il y a une équation difficile, c'est que vous avez accès à tout, mais peut-être que le monde que nous avons construit pour vous et qui est là à votre disposition n'est pas encore prêt à vous accueillir tel que vous êtes prêt à le prendre en main. C'est-à-dire que c'est plutôt ma génération, donc les organisations d'aujourd'hui, le monde politique aujourd'hui qui doit modifier la structure de notre société pour qu'elle soit accueillante pour les jeunes qui arrivent. Notre génération vient d'un monde hiérarchique structuré, rationnel, fait par le savoir et par la définition presque de contraintes pour les autres, parce qu'on crée un cadre. Et en fait, les jeunes générations qui ont accès à tout, ils ont l'habitude de pouvoir, d'imaginer, de pouvoir tout faire. Et en fait, le fait de trouver un cadre hiérarchique et structuré, en fait, crée une anxiété. Et donc, c'est peut-être ce paradoxe de accès à tout, mais tellement d'opportunités que le cadre qu'on a établi avant ne fonctionne plus. Et c'est pour ça probablement qu'ils se sentent, les moyens sont énormes, mais est-ce que je peux vraiment les utiliser pour atteindre un objectif? Donc, je pense qu'il faut qu'on change le concept d'encadrement pour pouvoir donner du pouvoir à ces jeunes, mais d'une façon différente de comment nous avons fait pour les jeunes de ma génération. Alors, nous avons entendu chacune et chacun votre conviction. Je vous propose maintenant de passer au moment où on va se parler, parce que malgré nos box, on est quand même là pour se parler. C'est donc le moment du dialogue. Il y a quelque chose qui me frappe dans vos 2 interventions. J'ai l'impression de voir les 2 côtés d'une même pièce. Alizé, tu nous disais, ok, tout est à faire, mais c'est quand même hyper flippant, et dans tout ce qu'il y a à faire, il y a à prendre en charge et peut-être répondre à toute une série d'urgences qui sont extrêmement angoissantes. Et Carlo, tu nous dis, tout est à faire, c'est génial. C'est-à-dire qu'il y a là comme presque, je ne sais pas si c'est un dialogue impossible, mais en tout cas vraiment une forme, non pas d'opposition, mais de parallélisme total. Est-ce que, Alizé, tu pourrais nous dire aussi, comme Carlo, c'est génial, tout est à faire?
Alors moi, tu disais tout à l'heure que je suis une jeune engagée, mais plutôt dans la partie finale des jeunes engagés. Et déjà, entre des gens qui ont aujourd'hui une trentaine d'années et les jeunes qui ont 18 ans, déjà, en fait, ça n'a plus rien à voir. Et il y a un gap des générations. Je regardais hier soir un documentaire sur TikTok. Vraiment, il y a vraiment un gap des générations. Et du coup, moi, il y a 10 ans, je me disais, c'est génial. Et exactement cette chose-là, on a les réseaux sociaux. On n'a jamais pu être autant connectés partout dans le monde. On voit l'émergence de l'entrepreneuriat social, d'une nouvelle forme d'économie. C'est super, on peut tout changer. Aujourd'hui, je suis un tout petit peu moins optimiste. Et en fait, si on prend l'exemple des réseaux sociaux, là où je trouve que c'est intéressant, c'est que ça a une promesse de tout le monde a accès à tout et de décentralisation de l'information, des connexions. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est tout sauf de la décentralisation. C'est de la reconcentration des pouvoirs et des capacités décisionnaires. Et du coup, moi, j'ai l'impression aujourd'hui, c'est qu'on dit, bah oui, il y a tout à faire, mais en fait, de l'autre côté, les structures du pouvoir et les structures économiques restent figées, peut-être du coup par les anciennes générations. Le pouvoir reste détenu par une très petite minorité. Et donc, en fait, on peut, tant que les jeunes vont faire des choses à côté du système et puis créer des petites entreprises sociales, créer des petits mouvements, ça va être super et ça va être valorisé. Par contre, dès qu'il y a la volonté de cette jeunesse de prendre un peu plus de place et de venir du coup en opposition avec les systèmes en place, c'est là que ça bloque et c'est là qu'on voit que la jeunesse c'est sympa, mais on va quand même pas leur donner les rênes, quoi. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui, et je suis fascinée par les jeunes que je rencontre de 20 ans, de 22 ans, moi j'en rencontre pas mal dans le monde de l'activisme climat par exemple, qui sont tellement plus éclairés que moi j'étais à leur âge et qui sont assez désabusés aussi sur tout ça et qui du coup sont de plus en plus rapidement très militants, voire très extrêmes parce qu'ils n'ont plus confiance dans les institutions qui sont censées les représenter. Donc c'est là où je trouve que à la fois la jeunesse a tout à faire, mais elle commence à être assez désabusée de ce qu'elle peut effectivement faire, et d'avoir l'impression de se battre contre un mur, quoi. C'est ce que tu voulais nous dire en disant il faut vous faire de la place. Mais enfin, ce que nous dit Alizé, c'est que cette jeunesse ne se sent pas à sa place. Ou du moins qu'on ne lui laisse pas. On ne lui laisse pas. Je suis complètement d'accord sur le fait que pour l'instant, on ne leur laisse pas. Et c'est pour ça que je dis c'est une équation qu'il faut résoudre à deux. Enfin, ce n'est pas seulement la nouvelle génération qui peut prendre la place contre l'ancienne. Ce n'est pas possible. C'est l'ancienne qui doit créer la place et laisser entrer. Et en fait, je pense que ça a été le cas aussi dans le passé. Hein, pour tout dire, chaque génération a dû un petit peu entrer dans le monde en faisant un peu de bruit. Chacun l'a fait à sa façon dans différentes époques. C'est vrai qu'en 2021, le nombre de générations, par exemple, qu'on a dans le monde actif n'a jamais été aussi large. Donc en fait, c'est même pas 2 générations, c'est peut-être 5 générations. C'est sûrement 5 générations en une. Donc il faut arriver à travailler ensemble. Je suis convaincu que le cadre est en train de changer. Le monde, les organisations, même les démocraties, vont être beaucoup plus horizontales. Si on se projette à 50 ans, c'est sûr qu'on peut imaginer un monde très différent de ce que nous avons vécu. Et ça, tout simplement, pour comment la société s'organise. Regardez comment on organise le travail. Et le travail, dans le monde industriel, c'était une chaîne. D'accord ? Avant encore, la machine de la il y avait une machine à vapeur et les gens autour. Ensuite, il est arrivé l'électricité, on a fait une ligne de montage, c'est une chaîne. Bon, après, il y a eu le bureau. Le bureau, après, il y a eu l'open space. C'est fantastique. C'est des modèles qui ont cristallisé une façon de faire d'une époque. L'époque de demain ne sera pas une ligne de montage, ne sera pas un bureau open space. Ça sera des lieux de rencontre, ça sera un monde beaucoup plus ouvert, où tout le monde peut participer. Alors, il faut qu'on prépare ce monde. Et donc, on ne peut pas dire aux jeunes, on va le préparer et puis vous allez rentrer dedans, encadré, parce que c'est nous qui avons décidé. On ne peut plus faire ça. Il faut co-décider. Il faut mettre les jeunes et les plus sages dans un même lieu, revoir ensemble qu'est-ce que ça veut dire que de créer l'équation pour demain et le faire ensemble. C'est ça qui doit changer. Donc le fait d'encadrer et puis de dire vous rentrez dans un cadre, ça ne marchera pas. C'est ça, enfin on voit les limites de ce contexte en fait tous les jours. On le voit dans les manifestations des jeunes justement dans la rue, on le voit dans les grands débats d'inclusion et là aussi les gens dans la rue, etc. etc. Alizé pointait à l'instant une forme de paradoxe qui est l'immense promesse, notamment des technologies numériques, avec cette décentralisation, cette horizontalisation des rapports, cet accès au savoir aux uns et aux autres, et en même temps, comme nous le répétait Alizé à l'instant, ce rôle désormais très très ambivalent. On parlait des réseaux sociaux, mais on pourrait parler d'une forme de culture numérique
général qui n'est pas tant force d'émancipation et de liberté qu'on aurait pu le croire. Est-ce que, Alizé, toi tu le vois au jour le jour avec tous les jeunes avec lesquels tu travailles et qui se mobilisent? Ils se mobilisent évidemment avec ces outils, mais ils s'en sont revenus. Ils pensent aussi beaucoup à l'activisme de terrain. Et Carlo, comment toi, en tant que patron de Microsoft France, tu vois cette ambivalence? On nous a tellement promis. Moi, je me souviens effectivement qu'on m'expliquait que j'irais plus jamais au bureau. Bon, pour plus jamais aller au bureau, il a fallu une pandémie mondiale. Et en plus, ça me manque, du coup, maintenant. Mais juste sur ce point-là, est-ce que, Alizé, tu sens cette ambivalence de la tech aussi? Oui, tout à fait. Moi, je travaille avec donc, plutôt la partie de la jeunesse qui s'engage, mais qui aujourd'hui est paumée. Et c'est le cas de le dire, parce que nous, les gens viennent nous voir parce qu'ils sont paumés dans leur engagement et dans ce qu'ils peuvent faire. Et à la fois, ils arrivent par les réseaux sociaux et c'est ce qui leur permet de se connecter à tout un tas de choses. Et en même temps, je ne sais pas si vous avez vu la vague massive de départ de WhatsApp ou d'aujourd'hui d'arriver sur d'autres types de plateformes. Il y a une énorme défiance sur ces réseaux. Et une énorme défiance sur ces réseaux et la volonté aussi de se dire mais en fait c'est dans la vie et encore plus aujourd'hui qu'on doit se rencontrer. Et de plus en plus de jeunes en fait qui quittent ces plateformes qui se retrouvent dans des communautés hors des villes. Alors ça c'est les extrêmes, mais je trouve intéressant de regarder les extrêmes ce qui se passe. Donc clairement cette ambivalence entre oui c'est ça qui nous permet d'accéder à plein de gens partout dans le monde et plein de connaissances, et de l'autre côté on veut s'en sortir parce qu'on a compris en fait qu'on était manipulé et dominé par les technologies. Carlo, on est manipulé et dominé par les technologies? Je ne pense pas qu'on soit dominé par la technologie. Par contre, nous avons l'obligation de réfléchir à comment on la domine. Comment on se réapproprie de ce que ça veut dire. Donc, il faut effectivement certainement plus de recul, nous tous, les jeunes en particulier, de qu'est-ce que j'utilise, pourquoi je l'utilise, est-ce que je le fais à bon escient, est-ce que ça me convient. C'est-à-dire un peu plus de sens critique est certainement nécessaire. Maintenant, mon message positif est le suivant. Quand on regarde les grands champions des machines digitales, il y en a une dizaine dans le monde. Mais c'est vrai aussi qu'elles n'existaient pas il y a 15 ans. À part une ou deux dans Microsoft, mais les autres n'existaient pas il y a 15 ou 20 ans. Et si on regarde ce qui s'est passé dans les toutes dernières années, il y a quand même des agrégations économiques, donc on peut les appeler start-up, dans tous les cas, des nouveaux assets digitaux qui ont été construits en 1, 2, 3, 4 ans. Donc, en fait, moi, je ne regarderai pas les grands comme ils ont toujours été là, ils seront toujours là et ils vont dominer le monde. C'est des assets. Comment est-ce qu'on peut les utiliser pour créer des nouvelles valeurs? Il ne faut pas juste utiliser ce qui existe, il faut continuer à construire. Je suis certain que dans 5 ou 10 ans, le panorama de la valeur digitale aura complètement changé. Alors, quand je regarde, par exemple, alors, sans parler des États-Unis, mais regardons en France ce qui s'est passé dans les 7 dernières années, la French Tech. Moi, je suis parti en 2013 en Italie, je suis retourné en 2018. J'ai trouvé une France complètement différente. Des startups qui étaient émergentes, un peu incertaines dans leur futur économique. Aujourd'hui, c'est des entreprises qui peuvent conquérir le monde, qui me demandent tous les jours comment est-ce que je peux aller faire du business aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, en UK. Ça n'existait pas il y a 7 ans. Donc les entrepreneurs français de moins de 30 ans ont créé des valeurs économiques qui sont exceptionnelles. Ça vibre, il y a des vibrations. Et ça vibre ensemble avec les entreprises plus mûres qui disent tiens, il y a quelque chose qui a changé, pandémie ou pas pandémie, je vais me mettre à faire un peu de transformation digitale parce que la French Tech m'inspire. Ça, c'est une petite équation qui s'est réalisée en 5 ans. Donc, il y a plein d'opportunités pour le futur. Alors, je ne dis pas que c'est simple ou effectivement qu'on peut y arriver, on va dire, simplement. Mais par contre, l'opportunité, elle est là. Donc, plutôt que de voir les gros assets digitaux comme immuables et méchants, il faut bien les comprendre, c'est-à-dire comment je peux profiter de ces modèles pour les comprendre et puis aller développer des modèles complémentaires au-dessus, à côté, pour développer des nouvelles valeurs. Surtout que, la beauté de la chose, c'est que les consommateurs de demain, ça sera vous, c'est les jeunes. Les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, dans 10, 20 ans, sont ceux qui vont consommer ces services. Donc, qui de mieux pour les inventer? Qui de mieux pour les inventer?
les nouvelles valeurs économiques seront inventées par les jeunes qui sont là et qui se posent la question de dire comment je contribue. Et bien en fait, il faut se mettre à pianoter tout de suite. C'est-à-dire il faut essayer, tester, se lancer. Ça ne va pas réussir tout le temps, ça ne va pas réussir peut-être la première fois, mais la deuxième, la troisième fois, ça réussit. C'est comme ça que Facebook a été créé, c'est comme ça que Zoom a été créé, etc. Donc on peut le faire. Maintenant, c'est à nous de le faire. Et c'est à nous de le faire dans une volonté de pluralité dont je suis absolument d'accord qu'elle est nécessaire. Alizée, je t'ai vu réagir. Je trouve hyper intéressant justement de pointer, donc je suis complètement d'accord qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de moyens justement pour monter des entreprises de cette façon-là. Moi la question que je me pose très sincèrement, c'est à quel point le modèle actuel de la tech permet, ce que vous disiez, de faire advenir des nouvelles valeurs. Et pour beaucoup travailler sur ce qu'on appelle la tech for good, et donc comment on met la technologie au service de l'impact social et environnemental, toutes les startups, et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans cette démarche, en fait, on arrive assez rapidement à un peu des casse-têtes chinois parce que, aujourd'hui, le monde étant ce qu'il est, si on veut vraiment réussir, il faut lever. Et il faut lever beaucoup, pour ne dire qu'un exemple. Et donc, nous, on voit aujourd'hui des boîtes qui commencent avec une vraie mission sociale et environnementale. Et au bout d'un moment, quand faut lever des millions, des dizaines de millions, sont obligés d'aller lever auprès d'investisseurs américains, etc., qui, du coup, sont dans une autre attente. Et je ne citerai pas de projet, mais je pense qu'il peut y avoir des projets qui, du coup, partent avec la meilleure volonté du monde, mais qui, sur le chemin et du fait des modèles dans lesquels on est actuellement, se détournent de l'objectif premier. Et du coup, moi, c'est vraiment cette question que je me pose, c'est comment, et du coup, ça vient par changer les modèles, notamment de financement et peut-être les modèles politiques, mais comment aujourd'hui la tech peut vraiment être mise au service de cette nouvelle valeur et que ça ne soit pas juste une profession de foi qui reste un petit peu vide et creuse, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le risque qu'on a avec notamment ce contexte de Tech for Good, quoi. Alors, vous n'êtes pas les seuls, tous les deux, à réfléchir à ces questions. Le public qui nous suit ce matin se pose très exactement ces questions-là. Et du coup, je vous propose d'ouvrir ce dialogue, qui n'est pas réservé qu'à ce plateau, et d'impliquer le public qui nous a envoyé des questions en amont et qui continue de le faire. C'est le moment de la séquence No Filter. Puisque la promesse de l'émission est très simple, vous devez répondre sans tabou à toutes les questions qui vous sont posées. J'en ai plein, je vais donc me faire la voix du public, la vôtre, et vous demander, s'il vous plaît, tous les deux, de répondre sans filtre, aussi délicate que soit la question, et je vois qu'il y en a des très très chouettes. Alors la première question, qui reprend d'ailleurs ce débat que vous venez de lancer entre vous deux, c'est Hilo, qui nous demande... si vous pensez que la transition numérique est ou sera le poison ou notre dernier espoir. Pour chaque question, je vous propose un joyeux bordel où vous répondez comme vous voulez, quand vous voulez. Du coup, on vient déjà d'en débattre un peu, mais au fond, est-ce qu'il faut s'abstraire du numérique ou au contraire s'investir encore plus dedans ? Je commence ? Vas-y. Moi, je pense qu'il faut maîtriser l'asset numérique, bien le comprendre, bien le maîtriser, parce que c'est absolument le levier numéro 1 pour résoudre les grandes équations du monde. La pollution, le respect de l'environnement, la qualité de ce qu'on mange, qui est fondamentale, la santé, l'éducation. Ces sujets-là sont des sujets sur lesquels le digital peut transformer l'opportunité universelle. Nous sommes dans un monde qui crée des inégalités. Le logiciel, c'est un des éléments, peut-être le plus fort, pour réduire ce gap. Donc, mais il faut bien le maîtriser. C'est sûr que, et je suis d'accord avec Alizée, que peut-être on ne maîtrise pas encore tous les modèles, on apprend à le faire tous les jours, tous les mois, toutes les années. Et en Europe, peut-être plus qu'ailleurs, il faut qu'on se réapproprie de cette équation, il faut qu'on la comprenne mieux, qu'on la maîtrise mieux, qu'on la développe mieux et plus rapidement pour résoudre les problèmes du monde, mais comme nous, on pense qu'il faut les résoudre, sans se faire imposer des modèles par ailleurs. Alizée, Make Sense a ce site particulier que vous employez beaucoup les leviers numériques, mais pour créer des coalitions et des mobilisations IRL avec des gens qui se voient et qui agissent. Du coup, sur cet équilibre-là, la transition numérique, poison ou dernier espoir ? Tout n'est ni noir ni blanc. Je pense que je dirais que c'est le dernier espoir. Et c'est-à-dire qu'on peut pas, c'est sûr que ça apporte des changements qui sont fondamentaux et qui peuvent être très positifs.
Mais le numérique est un outil et je dirais qu'il y a plein de conditions à respecter pour que ça soit vraiment un espoir et pas un poison. Pour en citer quelques-unes, bon, on a parlé de l'éducation au numérique qui est fondamentale. Après, le numérique, c'est un outil qui est dans un cadre, dans un modèle. Et donc, entre du numérique ultra centralisé et du numérique des communs qui est possédé par des groupes de personnes et du numérique libre, par exemple, on a voilà, différents modèles qui peuvent s'opposer ou en tout cas auxquels il faut vraiment prêter attention pour être sûr que le numérique soit vraiment un espoir. Alors, on se projette, on parle du futur, on parle de la jeunesse. Baptiste a une question extrêmement directe. Il demande si, à votre avis, Microsoft existera encore dans 30 ans quand nous manquerons de minerais, de pétrole et que la civilisation occidentale sera en cours d'effondrement et que la Chine sera la première puissance mondiale. Carlo, qu'est-ce que tu réponds à Baptiste? Microsoft existera-t-il encore dans 30 ans? 30 ans, c'est long. Donc, peut-être que le brand existera. Certainement, ça sera très différent de ce que c'est aujourd'hui. On a vu déjà dans les 45 ans, 46 ans de vie de l'entreprise qu'il y a eu des mutations fondamentales. On a une entreprise aujourd'hui qui est complètement différente à celle d'il y a juste 10 ans. Donc, en 10 ans, on s'est transformé. Et je pense qu'en 30 ans, il y a le temps de refaire des allers-retours incroyables d'un point de vue stratégique et de positionnement. Donc certainement que c'est possible, mais le darwinisme du business est tel que vraiment c'est un horizon trop long pour le dire. Bon, et pour répondre à Baptiste, je pense qu'il y a des scénarios du monde que moi j'appelle justement le monde souhaitable qui n'est pas ce qu'il décrit justement. Donc à nous de prendre en main, à nous de prendre en main le monde tel qu'on veut qu'il soit et de ne pas se laisser se porter par seulement 2 champions du numérique et une nation qui maîtrise le monde. J'y crois pas. C'est pas ce qu'on souhaite, donc je vois pas pourquoi ça devrait se réaliser. Frédéric, qui nous suit, a l'air de dire qu'effectivement ce débat est très intéressant, mais qu'on est quand même extrêmement européano, si ce n'est franco-centré. Et donc, il nous demande quelle peut être l'action d'un Microsoft sur la jeunesse des pays en voie de développement. Après tout, statistiquement, la plus grande partie des moins de 30 ans dans le monde habitent dans des pays en voie de développement. Du coup, Carlo, quelle peut être l'action d'un Microsoft dans ces pays-là? En fait, on opère en France et dans chacun des pays en essayant de porter sur le terrain la mission que nous nous sommes donnée. C'est-à-dire, Microsoft veut être une opportunité de création justement d'opportunités pour les entreprises et pour les gens. Et pour ce qui concerne les jeunes, justement, c'est ce qu'on disait, c'est l'accès, c'est le fait de pouvoir se former, c'est le fait de pouvoir s'inventer son métier de demain. On le fait en France avec des écoles qu'on a inventées et qui sont maintenant déployées aussi dans d'autres pays du monde. Donc je pense qu'il y a une opportunité gigantesque de créer ces opportunités d'accès. C'est vrai que les pays en voie de développement, c'est là où il y a le plus de jeunesse et le plus de créativité et le plus d'équations à résoudre d'ailleurs. Donc on opère de la même façon, même s'il peut y avoir une maturité de l'écosystème qui est différent. C'est là, quand c'est moins mature, c'est là qu'il y a le plus d'opportunités. Donc on essaie d'être un levier, je dirais, de cette création d'opportunités. Alizé, Make Sense a lancé notamment le mouvement Puissance 10 pour célébrer ses 10 ans et passer justement à la Puissance 10. Quel peut être, à l'image de cette question, le rôle des entreprises dans la transition écologique, sociale, vers une société un tout petit peu plus inclusive et durable? Il est énorme, le rôle des entreprises, clairement, et je pense que la jeunesse l'a bien compris, et c'est pour ça, je parlais tout à l'heure de la pétition pour un réveil écologique, appelle aussi les entreprises à se transformer. Je pense, comme disait Carlo tout à l'heure, qu'on commence à aller vers une plus grande prise en compte de la responsabilité sociale, sociétale des entreprises. À mon sens, pour vraiment transformer les entreprises, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut transformer aussi le mode d'organisation même et l'essence même de l'entreprise qui ne doit plus être forcément 100% au service d'une capitalisation financière ou des actionnaires, mais qui doit se remettre au service de la société qu'elle sert, que ce soit ses collaborateurs, ses clients, ses bénéficiaires, ses partenaires. Et donc, de la même façon que pour le numérique, c'est à mon sens, pour moi, outre des actes de bonne foi, de changer sa mission d'entreprise, de changer, de développer des nouveaux services ou activités à impact social, c'est comment on repense le modèle même et le cadre même
pour s'assurer que sur le long terme, l'entreprise est mise au service de la transition. Donc je dirais qu'on est sur le bon chemin, mais qu'il faut encore faire beaucoup pour être sûr que ces promesses soient suivies des faits. Et charge à la jeunesse peut-être de pousser en ce sens ou de refuser d'aller travailler dans les entreprises qui ne seraient pas 100% sincères là-dessus. Alors, nous sommes suivis en ce moment en direct sur LinkedIn et Sébastien a un commentaire qui n'est pas vraiment une question, mais que je vous livre tel quel. Conquérir le monde et valeurs économiques, c'est ce qu'il faut changer. Il faut mettre l'environnement au centre et arrêter avec les consommateurs. On est des citoyens. C'est un peu ce que tu nous disais à l'instant, Alizé, c'est cette idée que en réalité, on va arrêter de cloisonner les vies. Carlo, quel peut être dans ce cas-là le rôle d'une entreprise technologique, privée, qui a vocation à faire des profits, ce qui n'est pas en soi critiquable, mais comment on fait pour se réorganiser ou pour être, j'allais dire, eh bien, le partenaire de ce monde-là où il n'y aura plus quasiment que des citoyens qui, par ailleurs, consommeront, mais dont on aura renversé un peu l'ordre des priorités? Alors, cette équation de l'environnement est quelque chose de incroyablement intéressant pour ceux qui aiment les théories scientifiques. Il y a ce théorème du prisonnier, comme quoi il y a certaines choses compliquées où chacun agit et ne sachant pas prévoir comment l'autre agit, en fait, tout le monde agit d'une façon qui détruit de la valeur plutôt que d'en créer. C'est un peu l'équation que nous sommes en train d'essayer de résoudre, parce qu'en fait, il y a trois acteurs. Il y a les citoyens, il y a les entreprises, il y a les gouvernements. Et en fait, je trouve que tout le monde accuse un peu les deux autres de ne pas être à la hauteur. Et la réalité, c'est qu'aucun des trois fait le boulot. C'est-à-dire que les entreprises ne sont pas suffisamment vertueuses, les gouvernements ont du mal à prendre des décisions parce qu'ils ont peur d'avoir un impact négatif sur les entreprises. Les citoyens ne sont pas si vertueux que ça, en fait. Nous ne nous comportons pas du tout comme on considère que les entreprises ou les gouvernements devraient nous demander de faire. Donc, en fait, je pense que le débat est super intéressant. Il faut que ça puisse augmenter la maturité de tout le monde, pas seulement de l'entreprise, mais vraiment des trois écosystèmes. Et à un certain moment, il faut qu'on rentre dans un cercle positif et vertueux, plutôt que chacun attendre l'autre qui fasse quelque chose. Du côté de l'entreprise, c'est clair que la responsabilité n'a jamais été aussi importante, pas seulement sur l'environnement, mais sur la responsabilité vers la société en général. Ça, je pense que c'est compris par les entreprises. Ça ne veut pas dire que toutes les équations sont résolues et qu'on sait comment faire, mais c'est sûr que nous avons compris les mouvements de fond, c'est sûr qu'on essaie d'être plus respectueux et qu'il y a tout un parcours dans les 5-10 prochaines années qu'il faut construire. Il faut le construire justement avec les jeunes qui ont cette conscience plus aiguë sur ce sujet-là, qui nous apprennent à revoir cette équation avec des yeux neufs, ça c'est très important, et c'est aux entreprises au global, hein, donc les anciennes générations et les nouvelles, de travailler ensemble pour résoudre ça. C'est ce qu'on fait d'ailleurs chez Microsoft France, où par exemple notre politique de responsabilité sociétale et environnementale, on ne le fait pas avec une décision qui vient du haut, on le fait avec un groupe de travail où chacun peut s'associer et en fait on décide avec le groupe et on ne décide pas top-down. Voilà un petit changement que nous avons fait pour dire comment est-ce qu'on peut être meilleur en tant qu'organisation. Justement, sur cette question, très rapidement, une dernière, parce qu'il faut qu'on passe à la prochaine séquence, mais j'ai une question d'Hilo qui me permettra de conclure avec vos deux inputs là-dessus. Hilo est curieuse de connaître vos positions concernant la décroissance, parce que ça fait partie quand même des revendications portées par une partie de la jeunesse. Carlo, Microsoft, c'est décroissant ? Alors, je pense qu'il faut faire une recroissance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un monde où il y a de plus en plus de personnes dans la planète quand même. Enfin, il faut regarder les chiffres. On sera à 9 milliards dans quelques dizaines d'années. Comment il peut y avoir de la décroissance? Ce n'est pas possible. Par contre, est-ce que la croissance doit être redéfinie pour ne pas être une croissance qui regarde la bottom line de profit, mais est-ce qu'il faut que ce soit une croissance responsable pour résoudre des inégalités et donner des opportunités? Moi, je pense que oui.
mais ce n'est pas une décroissance, c'est redéfinir la croissance. Donc je dirais recroissance. Alizé, tu nous disais tout à l'heure parfois que le système, au fond, penchait tellement vers la rentabilité à court terme qu'il était difficile de faire avancer la société. Du coup, la décroissance, ça te semble être un mouvement intéressant ou peut-être même une voie à explorer? Moi, la question que je poserais, c'est que mesure-t-on? Et aujourd'hui, en fait, dire décroissance, forcément, c'est un terme négatif, donc ça bloque. En fait, le problème aujourd'hui, c'est nos indicateurs, et c'est qu'on mesure la croissance par la croissance du PIB. Et en fait, pour moi, le PIB aujourd'hui ne mesure pas la croissance effective et le bien-être des populations. Aujourd'hui, quand il y a des accidents de la route et que du coup on fait travailler le personnel hospitalier, ça augmente le PIB, alors qu'il y a plein d'autres actions de bénévolat qui ne sont complètement invisibles dans le PIB. Et voilà, donc pour moi, c'est plus de changer en fait nos indicateurs, parce que tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas, et donc de sortir de ce débat de croissance ou décroissance, mais de se dire comment est-ce qu'on améliore la qualité de vie des personnes tout en respectant les limites planétaires. Et du coup, pour rebondir sur ce que disait Sébastien, j'ajouterais même, il faut mettre l'environnement, mais en fait, il faut mettre toutes les formes de justice au cœur, et on ne peut pas avoir l'environnement opposé aux justices sociales. Et aujourd'hui, toutes ces problématiques doivent être traitées de concert, et en plus, on voit que les inégalités sociales sont très liées à l'environnement et que tout ça est mêlé. Donc voilà, j'abonderai pour mettre vraiment justice sociale et environnementale au cœur et réfléchir à partir de ça. Au fond, ce qu'on est en train d'essayer de voir, c'est la différence entre l'essentiel et l'accessoire, c'est-à-dire ce que nous sommes prêts à changer ou à abandonner, comme dirait Bruno Latour. Et ça tombe bien, puisque c'est précisément le but de notre prochaine rubrique qui s'appelle « Historique ou anecdotique ». Le concept est là aussi assez simple. Je vous présente des actualités et vous allez me dire s'il y a un vrai mouvement qui pourrait marquer notre époque ou si franchement ça a la même importance que le lissage brésilien de Marlène Schiappa. Alors, première actualité, on va parler de citoyenneté. Le service national universel, le SNU, revient en 2021 avec 25 000 jeunes entre 15 et 17 ans appelés à s'y engager. C'est crucial ou on s'en tape? Répondez comme vous le sentez, là. Allons-y. Je ne sais pas si c'est historique, mais je ne pense pas qu'on s'en tape. On s'en tape pas, ok. Pas anecdotique, en tout cas. Pas anecdotique, non. Je pense que le service civique a quand même pas mal fait pour l'engagement des jeunes et que ça va dans la continuité, donc intéressant. Ben, Alizé a dit le bon mot, c'est engagement. En fait, c'est une très belle expérience pour pouvoir s'engager pour les autres. Moi, j'ai eu les témoignages de certains jeunes qui l'ont fait, avec qui on a travaillé dans des projets justement pour porter le numérique dans les écoles. Et le fait de découvrir qu'en s'engageant, on peut avoir de l'impact sur les autres, c'est quelque chose de fantastique. Et je pense que le faire quand on est jeune, c'est très utile. Par contre, je ne pense pas que c'était la bonne photo, parce que service national universel, on ne parle pas d'engagement dans l'armée. C'est beaucoup aussi dans des associations. Alors ça, c'est le service civique, le SNU. Il y a salut au drapeau et uniforme. Enfin, c'est quelque chose de très encadré. Mais effectivement, après, ils sont aussi oui, c'est pas le service civique. Il y a vraiment les deux qui d'ailleurs ne sont pas mis en commun. Chers amis du gouvernement, réfléchissez-y. Ça, c'est un bon point. Autre élément, là nous allons parler diversité et inclusion. L'écriture inclusive se généralise lentement, mais elle fait encore face à une forme de résistance plus ou moins passive. Est-ce que, selon vous, c'est une étape vers une égalité plus réelle et concrète ou un avilissement de la langue qui va rapidement disparaître? Au fond, l'écriture inclusive, historique ou anecdotique? Moi, je pense que c'est historique. Je ne sais pas si ça restera. Par contre, je crois énormément dans la force des symboles. Et en fait, le fait qu'on soit prêt à transformer notre langue pour rétablir en fait une forme de justice entre le masculin et le féminin, et que ce soit comme ça que ça se développe, je pense que c'est historique dans le symbole que ça porte. Est-ce que ça restera? Est-ce que ça se transformera? On verra, mais je trouve ça visuellement et symboliquement très important. Carlo? Comme c'est un élément qui va faire réfléchir, c'est utile pour le débat. Et je pense que, comme on apprend ça justement aux tout jeunes, le fait qu'ils puissent débattre de la chose, je pense que c'est utile parce que ça crée, c'est ce qu'on appelle formation en fait. Le débat fait formation. Alors, nous allons arriver au terme de cette première de Sans Tabou. Bon,
a priori quand même, il y a peu de choses qui soient complètement anecdotiques dans cette émission. Moi ça me rassure, mais je vous propose de terminer quand même par le plus important. C'est donc l'heure de vos plaidoiries. Au début de ce débat, vous aviez 2 minutes pour répondre le plus honnêtement à la question. Je vais vous donner la même durée pour vous adresser directement à notre public et au fond lui dire non plus votre sentiment, mais ce que vous voudriez qu'il et elle puissent faire, c'est-à-dire comment peuvent-ils et elles aider les jeunes à espérer, que voulez-vous que ce public retienne, que voulez-vous qu'il fasse. Honneur à l'invité, c'est donc Alizée qui commence. Alizée, tu as 2 minutes de plaidoirie. C'est une grande responsabilité. J'aurais dit en premier lieu qu'il faut que notre société continue et enfin, surtout change la façon dont elle investit dans la jeunesse. Donc c'est pas exactement pour le public là, mais je pense qu'on a beaucoup à faire, notamment en termes de politique publique, pour vraiment changer le paradigme dans la façon dont on investit dans la formation et dans l'éducation. Ça, c'est une première chose. Et après, moi je pense que mon message, c'est réapprenons à nous organiser collectivement. Et en fait, il y a 50 ans, les personnes, et les jeunes, mais pas que, s'organisaient par exemple via les syndicats, où il y avait des formes d'organisation collective au sein desquelles on trouvait des mêmes valeurs et on pouvait faire porter un message commun. Et je pense que l'époque qu'on vit avec les réseaux sociaux nous permettent de nous organiser, mais aussi créent aussi beaucoup de bulles de filtre et d'individualisme au final, parce qu'on est ensemble, mais en fait chacun dans sa box. Et donc du coup, moi, mon message, ça serait comment est-ce qu'on peut recréer du commun, réapprendre à s'organiser, à vivre ensemble, à porter des messages ensemble et des valeurs communes qui dépassent les intérêts particuliers, mais que la jeunesse réussisse à allier ces différents bords pour éviter que en fait, les polarisations qu'on a aujourd'hui se renforcent, mais qu'on arrive à recréer de l'unité et une vision commune en fait, d'un monde dans lequel tout le monde serait le bienvenu et qui soit agréable à vivre. Carlo, 2 Alors, minutes. mais pour commencer mes 10 minutes, moi je vais commencer avec une mémoire. En 2014, avec mon équipe de l'époque, nous avons rassemblé dans une ville 163 jeunes qui avaient entre 22 et 34 ans pour les faire réfléchir à l'Europe et à la transformation grâce au digital qu'on pouvait imaginer. Je n'ai vraiment pas été déçu du résultat, parce que je vais relire les documents qu'on avait produits à l'époque, et c'est pour moi toujours ma feuille de route sur l'innovation, justement pour une société plus équilibrée, pour une Europe et pour un monde, vraiment voilà, le monde qu'on souhaite pour demain. Je n'ai depuis jamais été déçu quand je mets des générations différentes à travailler dans un même projet pour réimaginer ce que nous allons faire en tant qu'entreprise. Donc mon message est le suivant. Avec la pandémie, nous avons découvert que les organisations, pas seulement les entreprises, mais en général, les organisations doivent être plus flexibles, plus résilientes, plus innovantes. Je pense que c'est ça la grande découverte de ces derniers mois. Alors pour le faire, quand on va regarder un petit peu les matières scientifiques de comment on change les organisations, on a besoin de quoi? On a besoin de voir les choses avec de l'optimisme, d'avoir de la curiosité, de savoir retravailler d'une page blanche et de réimaginer comment on travaille. On a besoin de ne pas avoir peur du futur et on a besoin de savoir faire abstraction du passé. Et donc tout ça, en fait, quand moi je regarde comment les jeunes, avec leur connaissance, avec la lucidité, avec la clairvoyance qu'ils ont, peuvent participer, je ne vois pas comment on peut exclure cette nouvelle génération du monde qu'on doit construire. Donc pour moi, mon message, il est clair. Les anciennes générations qui sont déjà dans les entreprises et dans les organisations, il faut qu'on fasse cette place. Il faut qu'on crée un contexte de collaboration pour que tout le monde participe. Et les jeunes, il faut que vous continuiez à être vocaux, à vous faire entendre, parce que ce que vous apportez est essentiel. Et on ne pourra pas construire le monde de demain seulement avec ceux qui sont déjà avec, soi-disant, les manettes ou les pouvoirs. Donc en fait, reconstruisons le contexte et ensemble, construisons demain. Ce que vous venez d'entendre à l'instant, c'est précisément le gong de la fin de l'émission. C'est donc sur ces mots que se termine ce premier numéro de Sans Tabou. Mais il n'y a pas de raison que vous, cher public, vous soyez absent
de ce dialogue et surtout eh bien, que vous échappiez à notre dialogue sans filtre. Alors c'est aussi à vous de vous bouger, puisque je vous rappelle que le futur n'advient pas comme ça par miracle, il se construit et que c'est aussi à vous de le faire advenir. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine émission de Sans Tabou qui sera là consacrée aux enjeux éthiques de la technologie. Mais je vais être franc avec vous jusqu'au bout, pour le moment nous avons une galère d'agenda, donc je ne sais pas très précisément quand aura lieu cette émission, mais nous vous le dirons très bientôt. D'ici là, vous pourrez retrouver cette émission et l'article connexe sous forme, là aussi, pardonnez-moi, d'articles et de vidéos sur le site douzbekerika.com et sur LinkedIn. Vous pourrez le partager, vous pourrez en discuter, toujours sans tabou. Merci beaucoup, à très bientôt.